L'ASBL Les Petits Riens occupe une place de premier rang dans le secteur de l'économie sociale et solidaire depuis plus de 85 ans. Tout comme moi, vous êtes familier des 800 bulles textiles qui jalonnent le pays et de leur réseau de 27 magasins de seconde main. Mais saviez-vous que derrière l'impact environnemental positif, cette activité économique constitue une plateforme d'insertion socio-professionnelle pour plus de 500 personnes chaque année ? Les bénéfices des ventes en magasin permettent en fait le financement d'actions sociales actives dans l'accès au logement, l'emploi et l'accompagnement au quotidien des plus vulnérables. Alors merci aux petits riens de croire au projet J'aime mon métier et de participer à la réalisation de cet épisode. Et si comme des milliers de femmes et d'hommes, vous souhaitez aussi contribuer à augmenter l'impact social et environnemental de l'ASBL, c'est simple, www.petitsriens.be. Bienvenue dans le podcast J'aime mon métier. Le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psychomédico-sociaux. J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Pour Corentin, le sans-abrisme a été une évidence depuis ses 16 ans. Une rencontre avec un SDF, le regard que lui portent ses amis à l'époque, et un déclic éveille chez lui l'envie de faire de la lutte contre la pauvreté, les préjugés et l'injustice le fil rouge de sa carrière. Véritable passionné, cet assistant social de formation concilie son travail de directeur d'une maison d'accueil pour jeunes sans-abri avec des activités de militants. Corentin nous raconte sa façon de voir la gestion d'équipe, ce fameux management bienveillant qu'il met au centre de sa pratique, et il nous fait découvrir la vie en institution, le communautaire à la fois vibrant et terriblement prenant. On part donc à la rencontre non seulement de son quotidien professionnel, mais aussi celui d'une vingtaine de jeunes sans-abri en réinsertion, les fameux attachillants pour les intimes, vous comprendrez pourquoi, pour lesquels un accompagnement humain et authentique peut tout changer pour démarrer une vie d'adulte. Bonjour Corentin. Bonjour. Comment tu te sens ? Très bien, très bien. Eh bien, je te propose de te présenter et de nous expliquer le métier pour lequel tu es venu aujourd'hui. Donc, je m'appelle Corentin Le Tocard, je suis assistant social de formation et directeur d'une maison d'accueil depuis maintenant 4 ans. Je suis originaire de Mons et je suis marié, j'ai 2 filles de 6 ans et 9 ans. Alors, on te connaît depuis quelques mois maintenant, parce que tu avais répondu à notre appel à témoignage il y a quasi 1 an. Et donc, on est très content de t'avoir avec nous. Tu avais jugé important à ce moment-là d'expliquer ton quotidien d'assistant social. C'est quoi pour toi être assistant social ? Être assistant social, déjà, c'est une volonté d'apporter du bien autour de soi. C'est vraiment une volonté aussi de faire en sorte qu'il y ait des choses qui aillent mieux dans ce monde, parce que malheureusement, si on ne doit compter que sur cette société et ce monde, il s'avère qu'on ne s'en sort pas. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont fort seules et qui ont donc besoin à un moment donné de pouvoir compter sur quelqu'un et être accompagnées. Est-ce que tu estimes qu'il y a beaucoup de clichés autour des métiers des travailleurs sociaux, d'assistance sociale en particulier ? Oui, clairement. Déjà, le travail d'assistant social, pour certains, ça va être le secrétaire. Pour mes parents, ça pourrait être « Oh, tu nourris les pauvres, c'est mignon ». Enfin, je veux dire, oui, il y a beaucoup de clichés, mais en même temps, c'est la fonction aussi qui fait qu'il y a beaucoup de clichés, parce qu'on est tellement amené à endosser plusieurs casquettes. Parfois, on se met en mode avocat, parfois, on se met en mode policier, ou en mode psychologue. Enfin voilà, on est tellement amené à endosser différentes casquettes que forcément, il y a les clichés aussi qui vont avec, quoi. Et c'est quoi le gros pouvoir pour toi de l'assistant social alors ? C'est le fait qu'on ait une énergie folle et qu'on a envie de faire avancer le schmilblick. Et parfois, on a des personnes qui justement sont au bout du rouleau et nous, on va pouvoir permettre de redonner de l'énergie. Quand j'ai des usagers qui me disent « c'est impossible », ça m'excite d'autant plus. Donc, continue à me dire que c'est impossible et je vais d'autant plus mettre de l'énergie pour te prouver qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et en général, tu y arrives.
j'y arrive. En tout cas, je pense qu'on parvient à pouvoir semer des petites graines et puis par la suite, on a la chance ou pas de voir pousser cette graine. Mais en tout cas, je pense que oui, on, on provoque quelque chose. Mhm. Et alors, le secteur du sans-abrisme, il a jalonné toute ta carrière. Est-ce que c'est un secteur dans lequel tu voulais travailler depuis toujours? C'était une évidence. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai fait ces études-là, Ok. clairement. Et pourquoi? Pourquoi? Mais je dirais qu'en fait, c'est arrivé plutôt au niveau de mon adolescence et c'est bêtement parti en fait d'une réaction d'un ami. On était en rue avec des amis à Mons et je me souviens, on a croisé un sans-abri. Je voulais donner une pièce à cette personne et là, mon ami m'a dit ah oui, non, mais ne fais pas ça. Tu sais, tu vas lui donner une pièce et au final, il va aller picoler avec cette pièce. Et là, moi, j'ai eu un déclic et je me souviens lui avoir répondu un truc genre mais comment tu ferais, toi, pour être en rue si t'es en galère? Enfin, franchement, t'aurais pas envie de picoler aussi? Tu serais à l'aise de demander de l'argent? Tu serais à l'aise d'être en rue comme ça, assis devant tous les passants? Et je pense que là, j'ai eu un premier déclic parce que déjà là, mes potes m'ont regardé en mode et qu'est-ce que tu nous fais, toi? Et puis voilà, j'ai eu l'occasion aussi en réto de faire un stage d'immersion et j'ai choisi justement de suivre une assistante sociale qui était la maman d'un ami en gros. Et là, clairement, ouais, j'ai eu le déclic où je me suis dit, ouais, c'est ça en fait, c'est ça que je veux clairement. Tu travailles plus en institution Mhm. que dans la rue. Par exemple, on a eu l'occasion d'accueillir Fiona qui travaille sur le terrain avec sa petite camionnette Ouais, et qui est en relation vraiment avec des personnes un peu différentes tous les jours. Toi, tu travailles plutôt en institution. c'est ça. Comment est-ce que tu définis le secteur du sans-abrisme? Le secteur du sans-abrisme, en fait, c'est assez passionnant parce qu'on rencontre tellement de personnes et des personnes qu'on ne pourrait pas imaginer voir là. J'ai déjà accueilli des fils de médecins ou autres au sein de notre institution. On se rend compte au niveau des parcours qu'en fait, le sans-abrisme, ben, contrairement à ce qu'on peut croire, ça touche vraiment tout le monde. Et donc voilà, ce secteur, ben, il est passionnant de par ses rencontres, il est passionnant aussi de par la multitude de travailleurs qu'on peut rencontrer au sein de ce secteur. Donc il y a effectivement des travailleurs sociaux de rue, il y a en institution, il y a des projets innovants aussi qui ont été créés, tels que des wasserettes mobiles ou des douches mobiles. Et alors je fais également partie moi d'une fédération qui est la fédération AMA qui regroupe l'ensemble de ces services. Et là, ben, clairement, on remarque qu'on a une certaine hargne. On a vraiment envie de changer les choses. Et surtout qu'on constate que malheureusement, ça va de moins en moins bien. Les publics sont de plus en plus nombreux et vont de moins en moins bien. Et oui, c'est ça, c'est tout ça, ce secteur-là, en fait. C'est un mélange d'amour que les gens peuvent nous apporter, mais aussi de haine par rapport à toutes ces injustices et tout ce qu'on peut voir qui ne tourne pas rond, quoi. Le métier d'assistant social est très très vaste. Tu le savais ça en arrivant dans tes études? Je le savais, et je vais même aller plus loin, je savais aussi clairement que je voulais par exemple travailler dans le secteur du sans-abrisme, et à l'inverse, je savais qu'il y a des secteurs qui ne m'intéressaient pas du tout. Non pas parce que c'était nul ou autre, mais parce que moi, je ne me sentais pas personnellement travailler dans d'autres secteurs. Par exemple, le secteur des personnes âgées, c'est un travail passionnant, mais je sais que moi, en tout cas à ce moment-là, peut-être moins maintenant, mais j'avais beaucoup de difficultés avec tout ce qui touchait à la mort. Et malheureusement, c'est un secteur où la mort, on y est confronté assez souvent. Mhm. Et quel souvenir tu gardes de tes études? Mes études, mais c'était 3, je vais même dire 4 années fantastiques, étant donné que j'ai doublé. J'ai tellement profité que j'ai doublé ma première. Mais sinon, c'était génial parce qu'en fait, en secondaire, moi, j'ai vraiment galéré. J'ai eu des examens de passage chaque année. Enfin, vraiment, c'était très difficile. Et puis, j'ai eu l'occasion de découvrir ces études-là. Et là, c'est incroyable, en fait, parce que quand on fait ce qu'on aime, on le fait bien. Et donc, je suis ressorti de là avec la distinction. En plus de cela, j'ai eu l'opportunité d'être engagé directement. Donc, je n'ai même pas chômé un seul jour. Et en plus de cela, j'ai rencontré une femme qui est toujours, évidemment, ma femme et avec qui on a 2 filles. Et donc vous êtes tous les deux assistants sociaux aujourd'hui. C'est bien ça, Et oui. elle travaille dans quel secteur? Elle travaille plutôt dans le secteur hospitalier. Ok. Et vous parlez beaucoup boulot à la maison ou ça va? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que autant on est tous les deux assistants sociaux, autant on est totalement différents. Elle a ce besoin, et c'est très bien, de fermer la porte du travail quand on rentre à la maison. Et c'est très bien, parce que moi, justement, j'ai parfois du mal à la fermer.
Et donc toi, tu t'es fait engager dans ton lieu de stage. Oui. C'est ça? Tu peux nous en dire un peu plus? Mais donc voilà, j'ai effectué mon stage de troisième dans une maison d'accueil, la maison d'accueil Saint-Paul à Mons. C'était clairement mon objectif, faire un stage dans le secteur sans-abrisme en troisième. Et une fois que j'ai présenté mon TFE, en fait, on m'a annoncé qu'une assistante sociale était enceinte et donc qu'elle était écartée. Ben, c'est clair que j'ai montré mon intérêt, certain. Et puis voilà, je pense qu'ils étaient aussi assez contents de moi, donc ils m'ont proposé ce poste. C'était un poste d'assistant social au sein d'un service d'accompagnement extérieur. Donc en gros, j'accompagnais les anciens résidents de la maison d'accueil qui avaient un logement. Donc j'ai fait ce travail-là pendant 1 an et j'en garde de très bons souvenirs. Et c'était quoi ta première claque finalement que tu te prends en voyant le terrain, dans la réalité vraiment du sans-abrisme et peut-être des illusions que tu avais par rapport à ce secteur? Ma première claque, je dirais qu'elle n'est pas forcément venue du public. Elle est venue de certains professionnels. Au départ, je l'ai un peu mal pris, mais avec du recul, je me suis rendu compte que c'était vraiment bienveillant. En fait, la première claque, c'est qu'un jour, on m'a dit, Corentin, tu te calmes en fait. Tu te calmes, tu peux pas tout faire. Il y a 24 heures sur une journée, parce que voilà, moi j'étais un acharné, je voulais absolument, je me mettais des objectifs, une certaine pression. Et là, c'est les collègues de l'époque qui m'ont un peu refroidi. Mais avec du recul, en fait, voilà, je suis bien conscient que c'était vraiment une manière bienveillante de dire on t'apprécie, donc prends soin de toi. Ben, c'est clair. Et tu as une mission ou une anecdote qui t'a marqué à cette époque-là, dont tu te souviens encore maintenant? Mais je dirais déjà que mon départ, ça m'a assez touché parce que autant pour moi, c'était clair qu'ils allaient me manquer. Et pour eux, en fait, je me suis rendu compte que ben voilà, j'ai eu des chouettes cadeaux. Enfin, moi, il faut savoir que j'adore la nourriture. Hein, et je me souviens de 3 gars qui habitaient ensemble dans une maison. Hein, c'était une colocation. Et ils se sont ramenés avec un gros Tupperware de boulettes sauce tomate faites maison. J'étais hyper touché. Je me suis dit, mais c'est génial, quoi. Non seulement je vais bien manger, en plus, vous l'avez fait avec amour. Enfin, vraiment, j'étais vraiment agréablement surpris. Et j'ai d'ailleurs gardé contact avec plusieurs anciens. Et puis par la suite aussi, quand j'étais dans un autre boulot, ben, j'avais souvent des contacts avec mes anciens collègues qui me disaient, ah, tu sais, un tel, on le voit plus trop maintenant que tu es parti. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, le lien social qu'on pouvait créer avec ces gens, ben, c'était un truc de fou, en fait. Et tu quittes alors ce boulot après une première année bien enrichissante. Et là, d'après ce que j'ai lu dans ton article, donc, tu entres dans le réseau des ASBL des Petits Riens. Explique-nous déjà comment fonctionne ce réseau des Petits Riens. C'est donc pas juste un magasin ou juste un défilé, ils font plein d'autres choses. Du tout, oui, Explique-nous effectivement. tout ça. Et donc les Petits Riens, en fait, c'est une très grande entreprise d'économie sociale qui vise à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et donc, en fait, les Petits Riens, beaucoup de personnes connaissent les Petits Riens à travers justement les bulles à vêtements, les dons que l'on peut faire et toutes ces boutiques qu'il y a à travers toute la Belgique. Et en fait, l'objectif vraiment de la vente des vêtements et des meubles, c'est justement de pouvoir réinjecter les bénéfices dans les actions sociales des Petits Riens. Et aujourd'hui, les actions sociales des Petits Riens, ce sont donc 3 maisons d'accueil. Une maison d'accueil pour hommes seuls de 20 à 60 ans, une autre maison d'accueil d'où je suis directeur, qui est la maison d'accueil Atome 18-24 pour les 18-24 ans, et une dernière maison d'accueil qui a ouvert il y a 1 an et demi pour les familles monoparentales. À côté de ça, il y a aussi un service de guidance à domicile et un service social général. Ok. Et comment est-ce que tu t'es retrouvé dans ce grand écosystème? C'est ma femme, figure-toi, qui a trouvé cette offre et qui m'a parlé des Petits Riens. J'ai postulé et j'ai eu la chance en fait de tomber sur un type super qui était donc le directeur des actions sociales de l'époque, des Petits Riens donc, et qui était auparavant lui-même directeur de la Maison Saint-Paul, ce que je ne savais pas. Donc forcément, il y a déjà eu un lien, point commun, à savoir la Maison Saint-Paul. Et puis voilà, ils m'ont engagé directement et puis là, j'ai découvert la capitale, c'était déjà quelque chose. Et puis j'ai découvert aussi ce réseau bruxellois qui est juste impressionnant en fait. Dont tu fais partie maintenant parce que tu es aussi engagé dans le mouvement Away Home. C'est ça, oui. De par ma fonction de directeur, effectivement, j'essaye un maximum de sortir de mon institution pour faire avancer un peu la cause. Et donc je fais partie de plusieurs mouvements, dont le mouvement Away Home qui vise en fait la fin du sans-abrisme des jeunes.
Alors c'est assez ambitieux, mais voilà, on est confronté malheureusement à une hausse très grande de jeunes sans-abri, et sur Bruxelles, mais également partout à travers la Belgique. Et donc l'idée, c'est vraiment qu'on puisse se rassembler à différents acteurs pour réfléchir en termes de prévention, d'action, pour pouvoir interpeller et vraiment faire en sorte en fait qu'il y ait une meilleure prise en charge, mais aussi et surtout qu'il y ait moins de jeunes en rue. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ton engagement ? Est-ce que tu as des envies pour le secteur du sans-abrisme ? Tu as des revendications particulières ? Oui, mais c'est clair que moi, dès que j'ai vu qu'on cherchait des administrateurs pour la Fédération AMA, j'ai pas hésité longtemps en fait pour postuler parce que j'avais vraiment envie de mettre la question des jeunes en errance dans les débats. Parce que voilà, secteur du sans-abrisme, souvent on parlait des adultes, on parlait des enfants aussi, mais on parlait moins des jeunes adultes. À travers mes rencontres et les réunions qu'on a au niveau de la Fédération AMA, il y a tellement de choses qu'on a envie de crier haut et fort. Déjà, c'est le fait que notre secteur, en fait, il y a une multitude de services et le politique a parfois tendance, je ne vais pas généraliser, mais a parfois tendance à mettre, en fonction de la législature ou autre, un service plus en avant qu'un autre. Tel que, par exemple, tiens, le Housing First, c'est la solution. Alors soyons clairs, le Housing First, c'est génial et ça permet à énormément de personnes de sortir de la rue. Mais à côté de cela, le travail effectué en maison d'accueil, le travail effectué par d'autres services est aussi indispensable. Et d'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, malgré le fait que le Housing First existe, il y a toujours autant de personnes en rue, si pas plus. Les maisons d'accueil sont toujours aussi complètes. Donc ça, c'est déjà un truc que j'ai envie de dire, c'est arrêtons de mettre en concurrence les services, arrêtons de mettre en concurrence les publics également. Encore une fois, en fonction des législations, on a parfois envie de mettre en avant, par exemple, je ne sais pas moi, les femmes violentées ou les jeunes migrants et autres. Pour moi, un être humain est égal à un être humain. Mais il faut aussi peut-être faire en sorte que ces personnes puissent sortir de notre secteur. Et quand on voit le coût des logements et tout ça, il est clair que déjà pour une personne qui travaille, elle n'arrive pas à avoir un logement pas trop cher. Et d'ailleurs, on parle souvent des nouveaux pauvres, ces personnes qui travaillent et qui, malgré le fait qu'elles travaillent et qu'elles aient 2 salaires, c'est la galère. Donc voilà, je pense qu'il y a tellement de choses à faire. Comme il y a tellement de choses à faire, il faut absolument qu'on s'unisse tous ensemble pour crier haut et fort ce qui ne va pas et qu'on puisse évidemment, au-delà de crier haut et fort, se mettre en action tous ensemble. Agir. À quel niveau tu penses que la profession d'assistant social doit être valorisée ? Tous les métiers du social santé doivent être valorisés. Il suffit de voir durant la crise Covid, ça a quand même mis vachement en avant qu'on avait vachement besoin de tous ces médecins, infirmiers et au niveau des services sociaux, on a continué à bosser. On n'a pas fait beaucoup de télétravail parce que voilà, la réalité, c'est que les gens dans la galère, ils étaient là, crise Covid ou pas, ils étaient là, quoi. Donc je pense que oui, il n'y a pas que le travail d'assistant social qu'il faut valoriser, mais vraiment cet ensemble de professions sociales santé, oui. En termes de conditions, tu veux dire ? En termes de salaire ? Oui, déjà en termes de clichés, ne pas croire qu'il suffit d'aller voir un assistant social et tout va se résoudre. C'est un travail de longue haleine. Tout ne se fait pas en un entretien. Donc ça, il faut arrêter de croire ça déjà. Alors oui, forcément, il y a tout ce qui est valorisation salariale. Il ne faut pas se le cacher, mais les personnes font quand même un emploi pour pouvoir se nourrir et habiter. Mais je dirais aussi et surtout le fait de nous donner les moyens de pouvoir faire nos missions, ce qui nous tient vraiment à cœur. Voilà, au niveau de notre maison d'accueil, par exemple, il est certain que quand on voit les coûts de l'énergie qu'il y a ces derniers temps, on est amené à faire des choix et c'est juste horrible. On est amené à se dire, voilà, en gros, si on veut pouvoir subvenir à nos factures énergie, on va peut-être devoir faire le choix d'augmenter les frais d'hébergement pour les usagers. Et ça ne va pas. Et donc là, je pense aussi que le pouvoir politique a le devoir, entre guillemets, de nous donner les moyens de pouvoir faire en sorte
que toutes les personnes qui sont rejetées de cette société puissent au moins avoir ce minimum, en fait, ce toit sur la tête et ces services qui sont proposés. C'est super intéressant. Toi, tu n'es pas venu directeur tout de suite de l'institution. Tu as d'abord fait quelques années dans d'autres maisons en tant qu'assistant social. Qu'est-ce que tu gardes de cette époque-là? C'était quoi, 5-6 ans? Donc oui, j'ai bossé en fait une grosse année au sein de la maison d'accueil des petits riens, donc hommes 20-60 ans. Après, j'ai eu l'opportunité de travailler 6 ans au service de guidance à domicile. Donc j'ai vraiment vu l'après maison d'accueil. Ensuite, j'ai travaillé durant 6 années à la SBL Un Toit à Soi, qui est un service de guidance à domicile des petits riens. Et donc là, voilà, moi, c'était clair que j'adorais mon boulot, j'adorais les petits riens, donc c'est clair que je voulais rester au sein de cette institution, mais j'avais un goût de trop peu, quoi. Je voulais aller plus loin et puis voilà, il y a eu une opportunité, cette place vacante de directeur de la maison d'accueil Atome 1824, et j'ai envie de dire des personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis de passer le cap. Tu as dû faire une formation particulière ou faire quelque chose de spécial pour devenir directeur? Non, mais moi, j'ai été clair sur le fait que je voulais me former parce que je ne connaissais pas du tout cette fonction. Alors on a essayé de me rassurer, ce qui a plus ou moins marché, où on me disait « T'inquiète pas, on va t'aider, tu ne seras pas seul, les petits riens c'est une grosse boîte, il y a quand même pas mal de services ressources ». Mais à côté de ça, effectivement, j'ai voulu moi-même faire une formation en management bienveillant et aussi, gestion de réunions et autres, pour m'outiller au plus. Qu'est-ce que c'est le management bienveillant? Management bienveillant. Mais donc le management bienveillant, en fait, ça vise à faire en sorte que le manager prenne bien soin de ses équipes. Parce que voilà, moi, comme je le dis toujours, les équipes, c'est la meilleure boîte à outils du directeur, de la direction. Et donc, il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin. Et donc, c'est vraiment tous des outils qu'on apprend pour prendre les décisions communes, pour faire aussi en sorte que la personne se sente soutenue par la direction et non pas jugée et contrôlée comme on pourrait le croire. Alors voilà, c'est pas mal de théorie, mais en tout cas, j'ai clairement envie de revendiquer que oui, c'est possible. C'est ça l'avenir en fait. Il faut être heureux au travail et pour être heureux au travail, il faut faire en sorte qu'on se sente bien avec son responsable et au sein de l'équipe. Raconte-nous un peu alors la vie de cette institution. Vous accueillez donc des jeunes de 18 à 24 ans. C'est bien ça, oui. Qui sont à la base dans la rue, qui viennent chez vous. Comment ça se passe? Donc on a été créé en fait il y a 10 ans, sur base du fait qu'il y avait de plus en plus de jeunes en errance. Déjà il y a 10 ans, on en parlait pas mal. Et ces jeunes, à la base, ils arrivaient dans les centres classiques d'aide aux sans-abri. Donc ils arrivaient dans des structures avec des adultes qui avaient déjà eu un beau parcours. Et donc c'est suite à ce constat-là que les petits riens se sont dit, là on doit faire quelque chose. Et l'idée a été de créer justement une structure de petite taille, à taille humaine, et de pouvoir encadrer au mieux ces jeunes. Et donc voilà, Atome, c'est quoi? C'est une structure qui est située à Forêt. On a une capacité de 16 lits. On accueille des jeunes hommes entre 18 et 24 ans. On a une équipe sociale de 7 personnes qui couvrent la totalité des journées et de l'année. Quels sont les métiers, du coup, qui sont dans votre équipe? Donc, en fait, au Petit Rien, on a fait le choix de parler de travailleurs sociaux. Okay. Mais en fait, dans mon équipe, j'ai des assistants sociaux, j'ai des éducateurs, j'ai une conseillère sociale, une assistante psy. Mais on fait tous le même travail, à savoir travailleur social, quoi. D'accord. Malheureusement, une très, très grosse problématique hyper présente, c'est les violences intrafamiliales. Et donc voilà, dans nos publics, on a des jeunes qui sont passés par la rue, et malheureusement, il y en a de plus en plus quand même, des jeunes en errance. Donc ça, c'est assez inquiétant parce que c'est la preuve qu'ils sont sortis des radars et qu'on n'a pas su les aider à un moment donné. Mais on a beaucoup de gens qui clairement, doivent fuir des situations dangereuses et donc intègrent notre centre. Tout comme on a pas mal de jeunes qui viennent de Wallonie, de Flandre, pas que de Bruxelles en fait. Parce que notre institution, elle est assez atypique. Il n'y en a que 2 en Belgique francophone qui accueillent que des jeunes adultes sans abri. Ok, et au quotidien, comment est-ce que vous les accompagnez? Et donc au quotidien, c'est une grande maison avec 16 enfants. Et donc voilà, c'est... Des grands enfants. Ouais, des grands enfants. Et donc c'est rock'n'roll. Parce qu'il y a des jours où tout se passe très bien, c'est très calme. Et il y a d'autres jours, ça gueule, ça crie, la musique va à fond. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, il y a de la vie, ça c'est sûr. Et donc, comment on les accompagne? Voilà, ils ont tous leur chambre à eux et tout le reste est en commun. Donc, on
déjeune ensemble, on mange ensemble à midi et au soir. Ils sont également amenés à gérer les tâches de la maison, à savoir le nettoyage et autres. C'est eux également qui font la cuisine avec les travailleurs sociaux. Donc cette maison, en fait, on fait en sorte qu'elle vive tous ensemble. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on a l'occasion de parler avec les jeunes pendant qu'on prépare le repas du soir, par exemple. On n'est pas obligé d'attendre d'être derrière un bureau pour parler avec ces jeunes. Ou alors on discute avec eux autour d'un kicker ou autre. Et alors le travail avec eux, alors oui, il y a des bases, hein, il y a des démarches sociales assez classiques telles que la domiciliation, récupérer un revenu ou prendre contact avec les différents organismes scolaires ou formations. Mais à côté de ça, ces jeunes, quand ils arrivent chez nous, qu'ils se sentent à l'aise, ils ouvrent leur mallette et là, ça commence à être du sérieux parce que là, on attaque parfois des très gros dossiers, dont parfois des dossiers très sensibles tels que les violences intrafamiliales. On nous parle parfois de l'aspect communautaire qui peut justement être assez lourd à porter au quotidien. Est-ce que toi, tu le vis de la même façon ou justement c'est ça qui te fait vibrer ? C'est ce qui me fait vibrer, clairement, parce que voilà, comme je le disais, il y a toujours de la vie. Ce qui est génial, c'est que justement, à un moment donné, si je suis seul dans mon bureau et que j'ai envie d'un petit break, je sais que si je sors de mon bureau, j'aurai l'occasion de trouver quelqu'un à qui parler, avec qui discuter. Alors le communautaire, il faut être conscient que le communautaire, oui, ça peut être difficile. Il y a des aspects positifs et des aspects négatifs en fait du communautaire. Hein. Mais je me rends compte qu'il y a quand même d'aspects fameusement positifs. Quand on a un petit jeune qui arrive tout timide il suffit d'observer, hein, on voit très vite que il va être protégé d'une certaine manière par d'autres. Donc ça, c'est assez chouette, quoi. Je dis souvent aux jeunes, une maison d'accueil, c'est pas un hôtel où on a fait le choix d'y aller, quoi. Malheureusement, ici, on n'a pas envie de se retrouver en maison d'accueil, mais on s'y retrouve. Et donc voilà, on est confronté à énormément d'autres personnes qui ont une éducation différente, avec parfois des personnes qui sont pas très propres, mais il faut bien se rendre compte que voilà, c'est ça toute la difficulté et toute la richesse. Et moi, je demande surtout à ces jeunes d'être patients et de nous faire confiance, nous, travailleurs sociaux, parce que notre objectif, c'est justement de faire en sorte que cette communauté, entre guillemets, fonctionne. Mais on est clair aussi sur le fait qu'ils ne vont pas ressortir forcément tous meilleurs amis de cette communauté, loin de là. Quels vont être vos objectifs en tant que travailleurs sociaux alors pour les différents jeunes ? Nos objectifs, ça va être en premier de permettre à ces jeunes de pouvoir se poser, se reposer, ça c'est vraiment la base, et de pouvoir reprendre confiance en eux. Et alors tout cela aura pour but, on l'espère, de pouvoir un peu leur permettre de rêver à nouveau en fait. On a un jeune actuellement, il rêve d'être bijoutier. En fait, c'est possible d'être bijoutier. Maintenant, voilà, tu as un toit sur la tête, on est là pour toi et on va viser cet objectif. Alors, je ne dis pas qu'il va sortir de notre centre en étant bijoutier, mais en tout cas, j'espère de tout cœur que quand il sortira de chez nous, il aura vraiment envie d'être bijoutier et il va croire que c'est possible. Vous les accompagnez vraiment à un moment crucial de leur vie, en fait. Le choix d'un métier, le choix d'une carrière ou non, le choix d'études. Vous accompagnez le jeune à la carte, entre guillemets, en fonction de ce avec quoi il arrive, ou est-ce que vous avez des guidelines qui vous sont donnés ? Non, c'est clairement à la carte, hein, mais en tout cas, il est clair, on ne s'en cache pas et les jeunes le savent. Nous, notre spécificité, au-delà du gîte et du couvert, c'est vraiment de travailler sur le quotidien de ces jeunes, sur l'occupation. Donc il y a non seulement l'occupation au niveau de la gestion de notre maison d'accueil, hein, donc comme je l'ai dit, c'est les jeunes qui vont être amenés à cuisiner, à nettoyer, à aller à la bulle à verre, faire le jardinage ou autre. Mais à côté de ça, on va vraiment travailler à la carte avec eux sur « Tiens, quel est ton projet ?» Alors il est évident qu'on a des jeunes qui nous disent « Voilà, moi j'ai vraiment envie de terminer mes études », c'est assez clair pour eux, ils savent ce qu'ils vont faire et donc la sécurité de notre centre va faire en sorte qu'ils vont pouvoir continuer. Mais à côté de ça, on a plein de jeunes qui nous disent « En fait, moi je ne sais pas quoi faire ». Et pire, parfois on a des jeunes qui nous disent « Mais moi je ne sais rien faire. Je ne sais rien faire parce qu'on m'a toujours dit, depuis que je suis né, on m'a toujours dit, mais en fait, t'es un bon à rien. Toi, tu sais rien faire. Donc non, je ne sais rien faire. Et là, ça va être plus compliqué parce que là, justement, il y a toute une confiance en soi qu'on va devoir essayer de rattraper. Et parfois, c'est très compliqué parce qu'on ne va pas savoir, nous, récupérer 18 années
de, entre guillemets, mauvaise éducation. Enfin voilà, c'est pas évident, quoi. Ouais, j'imagine. Et toi, en tant que directeur, tu es quand même fort en contact avec ces jeunes? Je suis toujours en contact avec ces jeunes. Donc mon bureau, il est toujours ouvert. Ces jeunes, je les vois tous les jours. Je mange avec eux et tout ça. Enfin, pour moi, c'est important. C'est important d'être en contact avec ces jeunes parce que déjà, je ne pourrais pas faire autrement, déjà. Mais aussi parce que ça me permet de sentir comment va l'institution, tout simplement. Je ne sais pas si je travaillerai toujours avec des jeunes, mais ce qui est clair, c'est que ces jeunes, ils sont passionnants, mais en même temps, ils sont très prenants. Et nous, d'ailleurs, on les appelle les attachants. Parce que voilà, ils sont à la fois hyper touchants et à la fois, ils peuvent avoir parfois des réactions ou des comportements où on a juste envie de dire, mais qu'est-ce que tu me fous, quoi? Qu'est-ce que tu me fous? Mais ils nous apportent énormément, quoi. Qu'est-ce qui t'apporte, justement? Ils nous font réagir, quoi. Ils nous font réagir, parfois ils nous font rire. De par leur discours, oui, clairement, on ne peut que bouger, on ne peut que réagir, quoi. Et c'est ça qui est bien. Et puis, il y a aussi le fait qu'on se dit, mais allez, entre 18 et 24 ans, c'est un âge... Enfin, moi, souvent, je rappelle à mon équipe, je leur dis, mais vous savez, à 18 ans, où étiez-vous, quoi? Moi, à 18 ans, j'étais encore chez papa, maman, en fait. Hein. Moi, quand je galérais, bah, j'avais besoin de papa et maman. Ces jeunes-là, ils n'ont plus rien, en fait. Donc moi, ils m'impressionnent, ces jeunes. De me dire à 18 ans, parce qu'une grande majorité, ils ont en dessous de 20 ans, hein, donc la grande majorité, ils sont dans notre centre, ils n'ont plus de contact, il y en a même parfois, ils ont fui un pays ou autre. Waouh, quoi. Quel courage. Enfin, honnêtement, moi, j'admire, quoi. Tu as des anecdotes à nous partager de victoires comme de moments plus compliqués pour qu'on se rende vraiment compte du quotidien que vous vivez? Bah, des victoires, effectivement, c'est ce qui nous fait avancer, quoi. C'est quand, par exemple, on a un usager qui rentre le premier jour tout timide ou quand il nous parle de sa situation, il croit en rien. Et puis plusieurs mois plus tard, ben, en fait, on se retrouve avec la même personne qui a la patate et il a un projet et puis il nous annonce qu'il va nous quitter pour un logement et nous, on est professionnels, donc on lui dit allez, c'est cool, tu repasses de temps en temps dire bonjour, ça va aller, ça va aller. Et lui, il nous regarde en disant bah oui, ça va aller, pourquoi ça n'irait pas? Et en fait, on se rend compte que Il est prêt, il va quoi. peut-être plus nous manquer à nous que lui, on va lui manquer, en fait. Et donc voilà, c'est génial, quoi. Maintenant, dans les choses pas simples, ben, c'est quand effectivement on y croit, on est plusieurs dans l'équipe à croire en des choses, où on va se remuer ciel et terre, et puis la personne se met en échec. Donc ça, c'est toujours compliqué, et on doit pouvoir faire le deuil que tout n'est pas parfait, mais c'est vrai que c'est assez compliqué quand on met une grande énergie de voir après, à cause d'un comportement ou autre, ben, que voilà, que ça ne se passe pas bien. L'exemple type, c'est le jeune qui est chez nous, qui avance dans son projet, qui reprend des études, qui parvient à renouer contact avec sa famille, et puis il en vient, je ne sais pas pourquoi, à frapper, enfin voilà, à être agressif physiquement avec un autre usager. Et donc malheureusement, on ne peut pas cautionner ça, on doit le renvoyer du centre. Là, c'est clair que c'est chiant, quoi. C'est chiant parce qu'on se dit tout ça pour ça, quoi. Donc voilà, mais à côté de ça, on essaye d'être conscient et de se concentrer sur le séjour et de se dire, ben voilà, le séjour lui a apporté quelque chose, on a fait beaucoup de choses. Malheureusement, la sortie, on aurait préféré mieux, quoi. Et à titre plus personnel, alors comment est-ce que tu gères justement les galères, les coups durs? J'utilise beaucoup l'équipe, ça c'est sûr. Je profite également de mes collègues, directeurs d'autres institutions. Et puis voilà, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup le réseau, donc je profite aussi énormément du réseau, de la fédération AMA pour pouvoir justement discuter avec les autres collègues. D'ailleurs, en discutant avec d'autres collègues, on se rend compte qu'en fait on n'est pas seul, qu'on est tous dans la même galère, quoi. Et donc voilà, ça renforce, quoi. Et si tu dois faire le bilan de cette grosse dizaine d'années de carrière sur le secteur du sans-abrisme et puis sur le métier d'assistante sociale, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Ben, au niveau du secteur du sans-abrisme, je constate malheureusement que c'est limite de pire en pire. On a de plus en plus de demandes, les personnes vont de moins en moins bien et le réseau est assez saturé partout. Mais à côté de ça, ce qui fait tenir, c'est qu'on se rend compte qu'il y a énormément de partenaires et d'institutions qui sont hyper motivés et qui veulent bien faire.
Et au niveau du travail d'assistant social, j'ai une impression peut-être que des personnes font ce travail parfois pour se soigner elles-mêmes. Voilà, je retrouve moins, par exemple, ces personnes qui veulent se battre pour la société et qui veulent vraiment se battre au-delà de leur institution. Et donc voilà, ça j'espère effectivement que ce n'est qu'une impression et qu'il y a encore parmi les travailleurs sociaux des travailleurs sociaux qui veulent vraiment faire bouger les lignes et pas seulement les lignes au sein même de leurs institutions. Ce serait ça ton conseil à la nouvelle génération ? C'est vraiment de dire, réfléchissez vraiment dans quel secteur vous voulez travailler, parce que clairement, un bon AS au sein du secteur de l'aide à la jeunesse ne sera pas forcément un bon AS au sein d'un autre secteur. Donc ça, il faut, je pense, vraiment réfléchir à quel secteur on aime. Et alors, je pense qu'il faut simplement être sincère et ne pas oublier que face à nous, on est un être humain. Et donc, comme tout être humain, on peut faire des erreurs. Il ne faut surtout pas juger et il faut croire en la personne et croire en soi, quoi. Et tu penses que c'est un métier qui attire encore ? Je pense qu'il attire encore, oui. Mais par contre, je pense que les personnes ne se rendent pas forcément compte de la réalité une fois qu'on est sur le terrain. Et n'arrivent pas toujours, et je ne dis pas que c'est facile, loin de là, mais n'arrivent pas toujours à pouvoir encaisser toute cette misère, en fait. Parce que voilà, c'est pas simple, hein, c'est clair. Moi, j'ai la chance de pouvoir rentrer chez moi et retrouver ma famille et penser à autre chose. Mais c'est clair que c'est pas simple pour une personne qui, par exemple, un travailleur qui est déjà lui-même en galère, de pouvoir affronter toute cette galère et gérer ses propres galères. Il y a un grand enjeu, par exemple, pour les stages. Les stages, c'est vraiment des moments cruciaux où tu peux justement découvrir une réalité. Comme je le disais tantôt, il est indispensable de savoir où on met les pieds, de savoir dans quel secteur, à l'inverse, on ne mettrait pas les pieds parce que ça ne nous correspond pas. Tu fais donc partie de ces gens qui aiment leur métier. Tu peux nous dire en quelques mots, pour terminer, pourquoi tu aimes ton métier ? Entendre un usager qui est fier de parler de son parcours, pour moi, ça vaut tout le salaire du monde, en fait. Et à côté de ça, ce qui est passionnant, c'est effectivement de faire chaque jour des super rencontres avec tous ces attachants qui nous expliquent à la fois leurs galères passées, leurs victoires, leurs échecs, et qui se livrent à un moment donné à nous. Et ça, ça n'a pas de prix, en fait. Pour terminer cet épisode, on demande à tous les gens qui passent par le micro de nous conseiller un livre, un film, une série, quoi que ce soit qui nous permettrait de nous mettre un petit peu à ta place le temps de quelques minutes ou quelques heures. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller, soit sur le secteur du sans-abrisme, soit sur ton métier d'aujourd'hui ? Écoute, je viens de sortir d'un certificat en développement du pouvoir d'agir. Je trouve assez passionnant, hein. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que la personne puisse retrouver du pouvoir par elle-même et pour elle. Donc je conseillerais au niveau lecture, par exemple, des livres de Yann Le Bosset sur cette démarche du développement du pouvoir d'agir. Et j'inviterais d'ailleurs les travailleurs sociaux qui sont sur le terrain depuis une paire d'années de pouvoir éventuellement suivre cette formation parce qu'elle permet vraiment de se recentrer un peu sur l'autre, en fait. Moi, ça m'a apporté beaucoup, en tout cas, cette formation. Merci pour le partage. Merci beaucoup, Corentin. Merci d'être passé par ici et puis bonne continuation. Merci bien. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment ? En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Guide Social ou directement sur le site de J'aime mon métier, www.j'aimemonmétier.be. Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt.